Bonsoir à vous qui vous êtes déplacés dans cet hiver rugueux, je ne sais pas comment on dit déjà. Écoutez, moi je suis très heureuse de pouvoir modérer cette discussion. Je suis Emilia Tamco, cofondatrice du U-Nature, une organisation dont Hubert, qui va co-animer avec moi, va vous parler dans quelques instants. Et je voulais simplement vous dire en préambule que cette discussion est la deuxième d'une série de 3 panels. Donc, 3 panels qui s'intitulent, la série s'intitule « Une nature pour tous, écouter les ressentis et améliorer les pratiques ». Donc, cette série de panels souhaitait s'intéresser aux perspectives des groupes qu'on entend très très peu durant cette transition socio-écologique et dont on aurait justement besoin d'entendre ces perspectives, parce que si on veut réaliser cette transition, il y a des avis, des opinions et aussi des améliorations dans nos pratiques qu'il faudrait apporter, et on a besoin d'avoir leur point de vue. Et le mois dernier, donc, on accueillait des personnes qui vivent avec un handicap. Le mois prochain, on va accueillir des personnes âgées. Et donc, ce mois-ci, on s'est dit qu'on allait s'intéresser davantage, pour cette édition, à un atout, je dirais, que le Québec possède, mais ne sollicite pas assez pour accélérer la mobilisation, face aux enjeux climatiques. Cet atout, je trouve que ce sont les artistes issus de la diversité. Vous allez entendre avec nos panélistes présents, donc on a un représentant, donc Jimmy, qui va se présenter tantôt, je vais le laisser faire, et Diogo Ramos, qui est également un artiste d'origine brésilienne, installé au Québec depuis très longtemps. Vous allez entendre un peu pourquoi, vous allez comprendre pourquoi je fais référence à eux comme des atouts. Et nous avons également avec nous une professionnelle du développement durable. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des ponts entre le milieu des artistes, les points de vue qu'on entend dans les artistes, du côté des artistes issus de la diversité, et de voir comment ça peut aussi influencer, aider à mieux sensibiliser la population donc face aux enjeux climatiques. Avant de laisser la parole à nos panélistes, je voudrais remercier la Maison du développement durable, particulièrement Marie-Ève Bergeron et son équipe, avec laquelle donc, nous avons collaboré pour donner naissance à cette série de panels qui est somme toute importante. Je pense que écouter les voix qu'on entend moins, c'est quand même très... c'est ce qu'il faut faire, je pense. Il faut se tourner vers ceux qu'on n'entend pas aussi, si on veut avoir leur juste. Et donc, un grand merci à la Maison du développement durable, un grand merci aux partenaires Hydro-Québec et la Banque TD. Je me suis trompée ? Desjardins, oups. Je me suis trompée de banque, désolée. Donc, je reprends. Un grand merci à Hydro et un grand merci à Desjardins. Donc, je vais vous encourager à, bien entendu, aller sur le site de la Maison du développement durable. Il y a une très belle programmation. Je vais vous encourager également à aller sur le site de U-Nature, une très belle organisation qu'on a cofondée il y a 10 ans. Vous allez tout savoir de ça dans un instant. Et je vais laisser la parole à Hubert pour vous planter un peu la thématique du jour et démarrer les discussions. Merci Emilia. Alors, je vous propose de regarder la photo qui est là. C'est une photo que j'ai prise à Paris il y a quelques années, et c'est une équation mathématique qui était affichée dans toutes les stations de métro de Paris. Et imaginez-vous que c'est l'équation du réchauffement climatique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qui sont les imbéciles qui s'occupent de la communication du réchauffement climatique ? Parce que c'est une communication complètement incompréhensible. Et ça montre à quel point, depuis maintenant des décennies qu'on nous parle du développement durable et de la nécessité de s'harmoniser avec le monde naturel, on n'y arrive pas, parce qu'on a confié ce discours à des technocrates, qui sont principalement des ingénieurs et des biologistes. Ces gens ont des compétences certaines, mais il y a une compétence qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne l'ont pas apprise, c'est la compétence de communiquer. Donc le discours qu'on entend sur la nature aujourd'hui est un discours technique qui fait fuir énormément de gens et qui ne développe pas la seule chose qu'il faudrait développer, c'est l'affect, c'est-à-dire l'amitié ou l'amour envers le monde naturel. Qui sont les gens les plus compétents pour faire naître des émotions et un affect ? Ce sont les artistes, parce que c'est leur métier de faire ça. Et ils font ça depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, les premières personnes qui ont éveillé la conscience occidentale aux problèmes de la nature sont des artistes. Au XIXe siècle, vous avez eu les fameux peintres
de la région de Fontainebleau qui ont lutté pour qu'on ne détruise pas les paysages qui peignaient. Et la première personne à avoir parlé de la nécessité de faire une réserve pour garder les trésors naturels, c'est également un artiste aux États-Unis. Alors, comment expliquer que le monde du développement durable et de la transition écologique a complètement laissé tomber la voix des artistes, alors qu'il n'y a qu'eux qui vont pouvoir créer cet affect? Donc je crois qu'il est très important de rendre, en tout cas de donner la voix à ces artistes et de leur demander de prendre part à ce fameux combat, mais dans la manière artistique, c'est-à-dire dans une matière qui ne soit pas uniquement des injonctions et de la moralisation à outrance. C'est donc pourquoi je suis très heureux de participer à ce panel. Donc, nous avons créé Unature. Moi, je m'appelle Hubert Mention, je suis d'origine belge. Dans le passé, j'ai une carrière d'avocat en propriété intellectuelle. Et puis, depuis une dizaine d'années, je m'occupe donc avec Emilia de Unature, qui est une OBNL qui a comme but de faire en sorte que le contact avec la nature soit un outil de santé publique. Si les gens avaient plus de contact avec la nature, on économiserait au Québec, au Canada et dans le monde entier des milliards de dollars. Les études ont été faites, donc nous travaillons d'arrache-pied sur ce thème, mais je ne veux pas m'étendre plus longtemps pour rendre la parole à Emilia et entrer dans le cœur de notre sujet. Ben, merci Hubert, et moi je vais juste regarder Jimmy et puis lui poser la question, lui demander de réagir. Les artistes sont les professionnels du sensible et de la communication du sensible. Donc comment est-ce que tu réagis à ça? Donc présente-toi aussi pour que les personnes qui sont présentes et qui vont te suivre aussi en vidéo puissent comprendre d'où tu pars avec tes propos. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Jimmy Philémon-Montout, comme a dit Emilia, je suis directeur général de Diversité Artistique Montréal. Nous, notre objectif, d'ailleurs, tu fais partie du CA de notre OBNL, c'est de pouvoir aider les artistes de la diversité, que ce soit dans la promotion, mais aussi la formation. Et c'est pour ça que le terme formation, enseignement, pédagogie font partie un peu de notre expertise. Alors, pour rebondir sur Hubert, Platon disait que les artistes sont les ennemis de la cité. Non pas que ce sont des guerriers, mais c'est parce que via leur engagement, ils sont capables de générer des émotions. L'être humain n'est pas un être de réflexion, l'être humain est un être de passion. Et ça, c'est assez important. Ça a été étudié pendant des millénaires et encore aujourd'hui étudié dans toutes les facs, que ce soit en communication, en marketing, en sciences sociales. L'être humain est logique, mais il est surtout émotif. Ça, on l'a déjà vu, et l'art s'en est emparé. Dans l'histoire de l'art, il y a, on va dire, 3 types d'art. Il y a l'art considéré comme bourgeois, qui est très académique, qui est basé sur les beaux-arts, qui est quelque chose de très accepté. Il y a l'art qui est l'art pour l'art, c'est le nom, c'est-à-dire plutôt contemporain, conceptuel, plutôt pour les artistes, et l'art social. Et ça a été théorisé au XIXe siècle, de comprendre l'influence que peuvent avoir les artistes sur le monde via leur acte. Donc c'était plutôt politisé et social, et on a pu voir donc les conséquences de ça. Je vais prendre 2 exemples qu'on a vus, dont un au Québec. Dans les années 70, au lac Saint-Jean, il y avait des problèmes de pollution, et l'artiste Jocelyn Maltais, qui était dans la ville d'Alma, a fait une action artistique avec l'aide de la ville. Donc il a fait des purifications du lac avec l'aide par la suite du ministre de l'écologie de l'époque, où ils ont brûlé donc le portrait du pollueur qu'ils ont mis ensuite dans des petites caves d'épuration. La ville entière s'est mise à l'aide pour transformer le lac qui était donc purifié par la suite. Donc l'art a eu un réel impact. Et un autre impact qui a été quantifié à nouveau, c'est le film Avatar par exemple. On a pu voir en Asie, je n'ai pas vu de stats malheureusement dessus en Europe, de l'impact de l'appel à la nature qui a été fait. Les gens sont allés à plus de 50% fois plus dans les parcs après avoir vu Avatar. Donc le rapport positif lié à la nature, l'engouement qu'il y avait, puisque l'écologie ce n'est pas que la Terre va mourir, on est tous dans des problèmes, c'est aussi la nature, ça a du bon et il faut en profiter. Donc tout ça pour dire que les artistes ont les clés pour parler à l'âme, entre guillemets, à l'émotion et à la passion des gens, et que c'est quelque chose qui peut se transférer dans le concret. Et donc maintenant, si on regarde de plus près le groupe que représentent les artistes issus de la diversité, qu'est-ce que tu pourrais nous indiquer? Comment est-ce qu'ils vivent cette transition? Je disais tantôt qu'on les entend moins. Toi, tu es au contact de ces artistes au quotidien. Comment est-ce qu'ils vivent cette transition écologique, les changements climatiques? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils veulent contribuer à tout ça? Alors, quelque chose qu'il faut noter, alors surtout en Amérique du Nord,
c'est que les populations dites des minorités, et qui sont précaires aussi, en général, sont les plus laissées pour compte. Par exemple, en 1994, donc ça date déjà, Clinton avait fait un ordre exécutif pour parler de l'implication du fédéral public dans l'écologie, avec une mise en exergue réelle dans les papiers sur les populations de la diversité et des gens précaires. Donc, dès l'époque, on avait déjà vu que les premiers impactés par l'écologie sont les minorités. Ça a été d'ailleurs vu, par exemple, des études de 2022 ont montré que les Afro-Américains ont 75% de chances de plus d'être dans une habitation proche de matériaux toxiques. Donc là, on parle d'injustice environnementale. C'est ça, envers eux, donc d'une discrimination environnementale, comme ils l'appellent. Donc réellement, il y a un problème d'accès. Et plus encore, on parlait du milieu écologique, j'en parlais tout à l'heure avec ma collègue, dans les organismes et au BNL, donc ça date de 2016, ça a dû changer avec l'effort sur l'EDI et ça va rechanger avec les problématiques aujourd'hui. La population des minorités représente 40% aux États-Unis, mais que 16% dans les postes de scientifiques dans l'écologie. Donc c'est très très peu représenté. Ce sont des gens qui ne sont pas présents. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont des gens qui donc subissent cela, qui ne font pas partie des haut-parleurs pour parler justement soit aux gens de leur ethnie, soit aux gens de leur niveau social. Donc il y a réellement un manque de vocalisation et d'accès surtout aux médiums. Et à quoi est-ce que tu dirais que c'est dû ? Je pense que c'est dû au fait qu'il y a déjà un manque d'éducation et de pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a réellement un effort qui est fait chez les populations qui ont un peu plus de moyens pour comprendre ces problématiques éducatives, alors que les autres n'ont pas forcément le temps ni les moyens de pouvoir s'y intéresser. Et surtout, il y a un enjeu politique. Par exemple, il a été montré que les lobbies américains, on en parlait, avaient essayé de dénaturer la nature au niveau des afro-descendants. Donc il y a une vraie volonté de ne pas les impliquer dans les débats. Oui, je voudrais souligner un point pour faire suite à ce que tu dis qui me paraît très intéressant, c'est que la recherche montre que les gens qui habitent dans des zones défavorisées, dans des quartiers pauvres par exemple, ne sont pas moins sensibles au sort de la nature que les gens qui habitent dans les quartiers riches. Pas du tout. Ils sont aussi sensibles. Il y a vraiment des études comparatives qui ont été faites et il y a une vraie préoccupation qui se passe quand on est pauvre, parce que Jimmy l'a dit, quand on est pauvre et qu'on vit dans un quartier pauvre, on est beaucoup plus soumis aux aléas du réchauffement climatique notamment, hein, et en particulier les femmes. On considère toujours que ce sont les femmes qui sont les premières touchées parce que c'est elles qui s'occupent de la famille, c'est elles qui doivent aller chercher l'eau. Et donc, il n'y a pas de différence de préoccupation par rapport à l'environnement, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Ça, c'est un point qui me paraît relativement important parce qu'on a tendance à croire que c'est une préoccupation de riches. D'autre part, je voudrais raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappé. Ce sont des gens, je pense des Européens, qui vont en Amérique du Sud et qui sont très étonnés de voir que les natifs des Sud-Américains jettent des bouteilles en plastique dans la jungle. Et il dit, mais ces gens n'ont aucune conscience environnementale. Jusqu'au moment où il se fait reprendre par quelqu'un sur place qui lui dit, mais je crois qu'avant de juger, tu devrais comprendre, parce qu'en fait, les gens jettent des bouteilles en plastique dans la jungle, parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui vont venir les ramasser et qui vont pouvoir gagner de l'argent en les rendant. Okay. Donc en fait, c'est un système d'économie circulaire et ce n'est pas du tout qu'ils se foutent de l'environnement. Donc il faut faire très attention à nos jugements quand on regarde l'attitude des autres par rapport à la nature, parce que je crois que le fait d'être indifférent au sort de la nature est beaucoup plus un problème de civilisation moderne que de culture traditionnelle. Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'on parle d'une perspective différente que peuvent apporter des gens qui sont issus de la diversité par rapport aux gestes qu'on peut mettre en place pour mobiliser la population. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, Jimmy, puis ensuite, j'aimerais bien qu'on parle à Diogo, bien entendu, parce qu'il a un projet très, très intéressant qu'il est en train de faire, mais est-ce que toi, tu as déjà vu, comment se manifesterait, en fait, la contribution des artistes issus de la diversité dans le débat sur la transition? Comment est-ce que tu vois ça, ou qu'est-ce que tu as entendu de la part de ces artistes qu'ils souhaiteraient possible de faire? Je pense que la réponse va être double. La première, c'est aussi qu'ils aient accès à quelque chose de pédagogique, c'est-à-dire il
il y a très peu de discussions entre le milieu scientifique et le milieu artistique. Or, comme toute chose, il faut être capable d'avoir les informations pour pouvoir les transmettre avec leur voix. Donc ça fait partie, la pédagogie est très importante et elle n'est pas du tout mise en avant. La transmission de pensée envers les scientifiques et les artistes n'est pas faite. L'autre chose, c'est aussi qu'ils n'ont pas accès. C'est-à-dire que leur voix ne porte pas parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques de pouvoir propager leurs idées. Et ça a été étudié. C'est des plateformes. Quand Oui, tu dis des qu'ils n'ont pas les plateformes, moyens, c'est des plateformes pour le faire ou C'est ça. c'est des moyens, des ressources financières pour le faire? Mais les deux sont un peu... il faut Liés. les ressources pour pouvoir avoir des plateformes, mais non pas de plateformes. Ils sont invisibilisés. C'est-à-dire que, par exemple, on a tous ces exemples d'acteurs américains très connus qui parlent beaucoup de l'écologie et qui, malheureusement, se font un peu salir par les lobbies, ce qui fait que le message est amenuisé parce qu'on se dit, par exemple, DiCaprio, c'est un écolo qui achète des immobiliers verts, mais qu'en réalité, il utilise des jets tout le temps, par exemple, c'est ce qui est mis en avant. Donc eux, ils sont mis en avant, mais les artistes écologiques de la diversité, et il faut savoir que la diversité, donc dans le monde, pas aux États-Unis, sont les premières victimes de l'écologie, de la souffrance écologique, on va dire. C'est-à-dire que ceux qui subissent en premier lieu les problèmes de sécheresse, ceux qui subissent en premier lieu, donc la diversité subit mais n'a pas moyen de communiquer. Or, avec la pédagogie, ils pourraient justement pouvoir communiquer, non pas uniquement d'ailleurs dans le négatif, mais aussi donner une perspective plus naturelle. On va prendre toute l'Afrique en général, je vais faire un gros melting pot, ce qui n'est pas bon, mais l'aspect animiste, l'aspect rapport avec la nature est très important, plus important que chez nous par exemple, et s'il y avait un moyen de transmettre ça, comme le film Avatar qui a été fait par un Canadien en utilisant les rites africains et indonésiens, ça existe, mais il faut qu'ils puissent le faire et il faut qu'on les accompagne pour le faire. Je comprends. Et puis, je voudrais juste ajouter un truc, c'est que moi, je fréquente des artistes depuis toujours et je suis très étonné de voir comme les artistes sont devenus sages. Les artistes sont devenus obéissants, timides. On ne voit plus d'artistes qui osent faire des coups d'éclat absolument incroyables. On a l'impression que ça n'existe plus, mais pourtant, le monde de l'art a toujours progressé comme ça, hein, par des scandales artistiques, comme Picasso, par exemple. Il y en a encore quelques-uns. Bansky, c'est un peu ce qu'il fait, mais ils sont très rares. Toi, tu veux une révolution, toi? Oui, parce qu'ils sont trop dans le rang. Ce n'est pas le rôle d'un artiste d'obéir et d'être dans un rang. Ce n'est pas sa place. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec les artistes pour que subitement, ils deviennent tellement obéissants. Je suis très étonné de voir dans des débats télévisés, par exemple, qu'ils sont là à leur place. Ils parlent quand on leur donne la parole. Sinon, ils attendent bien tranquillement que ce soit leur tour, mais ce n'est pas ça. Bon, tu as un artiste à côté de toi et j'en ai spoté une aussi dans la salle. Donc, on pourra répondre à tout ça dans... Diogo, tu pourras y répondre dans un instant. Je voudrais quand même te présenter rapidement, en lien avec ce qui est dit, que je trouve très intéressant que les personnes ici sachent, c'est qu'on parlait de rapprochement entre le milieu scientifique et le milieu des artistes. Diogo, donc, est en train de mener un projet et s'est toujours d'ailleurs intéressé à ce rapprochement entre les artistes et la nature, mais aussi les artistes et les scientifiques. Donc, Diogo, je te laisse la parole. Écoute, pour commencer... Je voulais aboutir à deux, trois choses qui sont dites déjà ici, qui me touchent. La première, c'est le côté affection, qui, c'est certain, si je pense où est-ce que j'ai étudié, c'était en salle de concret. C'était au Brésil, mais c'était pendant 15 ans, j'étais dans cette salle la majeure part de mon temps. Même qu'il y avait des activités de temps en temps à la nature. Et c'est le cas ici, par exemple, à Montréal. Mes enfants sont dans une salle de concret, ils vont faire des petites sorties. Donc, je dirais 80% du temps, sont dans une salle et ça pose. Ils sont assis encore. Ils ne peuvent pas être debout, sont placés dans des places. Donc, c'est très antinaturel de ce qui, par exemple, si je pense à mes côtés d'affection à la nature au Brésil, c'est dans les vacances. On partait de São Paulo, la grande ville, toute la famille, chaque année, on faisait 2000 kilomètres pour arriver à Bahia, au nord du Brésil, où est-ce qu'il y avait plein de nature, plein de places incroyables. Et c'est certain que ce rapport émotif que j'ai avec la nature vient de ces vacances-là. C'est là que moi j'ai appris à jouer la guitare, c'est le temps libre. OK, tu peux faire ça que tu veux, OK, je vais jouer la guitare.
OK, tu peux faire ce que tu veux, je vais nager. OK, je vais planter un arbre, je vais prendre des mangues. Donc, tout ça, c'était dans les vacances. Mais je pense que donc, c'est pour ça que quand tu dis les côtés pédagogiques, il faudrait qu'on réfléchisse parce que c'est là que ça, je pense, ça pose les grains dans les cœurs. Et si je reviens au projet que j'ai fait aujourd'hui, c'est aussi pour un côté d'affection et d'urgence que nous avons ensemble en ce moment. Donc, c'est évident que les scientifiques nous ont parlé, qu'on le sait déjà. Et là, la pulsion des vies et des rencontres avec plusieurs acteurs font que moi, j'ai décidé de faire les 3 prochaines années un projet qui s'appelle Transamérique écologique. Donc, je compose basiquement des chansons avec des artistes d'ici, de Montréal, du Canada, et après, je descends vers les États-Unis, Mexique, Colombie, Brésil, tranquillement. Donc, je commence localement, juste le fait de composer sur la nature. Des fois, il va y avoir des textes plus politiques, des textes des gens qui sont plus engagés. Il y a des collaborations avec des scientifiques aussi dans les projets, justement parce que je pense qu'il y a un apprentissage de quoi faire en ce moment collectif, individuel de chacun. Donc, dans ce moment, il y a un livre que je recommande beaucoup, qui c'est Inès Lope, qui c'est Les visages de l'éco-anxiété. Et elle donne certaines pistes aussi qui nous aident. Donc, l'idée, c'est de mettre des artistes à composer sur ces sujets, avoir des débats avec des scientifiques ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire écouer dans la société avec tout cela ensemble. Et c'est un peu ça. Et je sais aussi que tu as un grand attachement au peuple autochtone et au fait d'intégrer également dans ta pratique et dans ce type de rassemblement la vision des peuples autochtones. Oui, et même dans ce débat de la diversité, j'ai toujours pensé que, disons, ici on est au Québec, et là je parle en français, mais avant ça, le Québec c'est une invention, comme le Brésil était. Avant, au Brésil, il était peuplé majoritairement par des peuples originaires là-bas. Donc les Portugais sont arrivés, ils ont inventé le Brésil, parce que c'était une invention. Il y avait déjà quelque chose là-bas magnifique, et qui résiste aujourd'hui. Et qui ici, c'est la même chose aussi. Il y a des peuples qui étaient, et là il y avait une guerre entre les Français et les Anglais. Les Anglais ont vaincu un peu la guerre parce qu'on a quand même le Canada dans le Québec. Donc il y a tout cet enjeu historique ici à dénicher, mais peut-être les peuples originaires, peut-être un point de paix et de rencontre, de dire, écoute, peu importe si c'est en français, si c'est en anglais, si c'est dans une autre langue, on a une urgence. Donc pour ça, il y a un penseur brésilien qui c'est Ailton Krenak. Lui, il a un petit livre écrit. C'est quelqu'un le peuple originaire, un penseur, un écrivain, et il a écrit un livre qui c'est des idées pour remettre la fin du monde. Des petites idées pour remettre la fin du monde. Donc, il va parler des rêves, des fois. Il faut rêver. Les peuples autochtones, des fois, ils vont baser dans certains rêves, dans certains mythes, pour pouvoir, pas juste la science est là aussi, mais il y a des rêves sur la rivière qui vont justement poser leur philosophie de vie, etc. Ils sont vraiment intéressants à réapprendre. Mm-hmm. Moi, ce que j'entends depuis tantôt, donc, c'est que on peut... Ce qui serait, je parlais d'atouts tantôt, je disais en présentant les artistes de la diversité, je mentionnais que je trouvais que c'était des atouts pour le Québec parce que vous pouvez offrir en fait les perspectives complémentaires à tout ce qui est dit autour de ces conversations sur la transition. Et j'entends même qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits historiques, puisque le Brésil a vécu aussi la colonisation, le Québec aussi veut la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc je trouve qu'il y a des choses très intéressantes en termes d'apports qui peuvent être faits et sur lesquels on pourrait s'appuyer sur les artistes. Ma chère Désirée, je te regarde parce que je te vois hocher de la tête depuis tantôt. Et j'aimerais, tu sais, Désirée est une professionnelle en en développement durable, et puis elle va vous expliquer ce qu'elle fait exactement. Mais ce que je trouve intéressant et ce qu'on voulait faire, c'était d'essayer de voir comment, justement, les connexions se font ou ne se font pas, d'ailleurs, entre le milieu du développement durable et les artistes, le milieu artistique. Donc,
parle-nous un peu de ton expérience et puis dis-nous un peu comment tu reçois ce que tu entends par rapport à la présence des artistes, à leur capacité de pouvoir mobiliser. Et dis-nous si c'est quelque chose que tu vois se produire dans ton milieu ou comment tu aimerais l'utiliser si c'est possible. Bien, merci pour la parole. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Désirée, comme elle l'a dit, et je suis professionnelle en environnement. Donc, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les entreprises dans l'implantation de pratiques d'affaires durables. Donc, je travaille pour une agence de développement économique, volet développement durable, pour faire court. C'est sûr que ce que j'entends m'intéresse beaucoup et ça fait du sens dans ma tête par rapport au potentiel de vulgarisation et de communication des artistes. C'est un défi qu'on a énormément au quotidien d'essayer au final de transmettre des bonnes pratiques aux personnes, alors que comme tu l'as mentionné, c'est le travail au quotidien des artistes. Ils ont cette sensibilité-là, cette facilité à vulgariser. Fait que c'est sûr que de ce point de vue-là, ça pourrait être, mais c'est très, très pertinent qu'ils puissent être intégrés et impliqués dans cette transition-là, mais particulièrement aussi les artistes issus des minorités. Parce que moi, ce que je vois de prime abord dans le milieu que je fréquente avec les personnes qui viennent comme moi d'Afrique subsaharienne, donc là, je parle vraiment de mon expertise, il y en a pour beaucoup qui les débats écologiques ne sont pas encore rendus là. Mm-hmm. Ils sont au fait à jongler avec 2, 3 jobs parce qu'ils ont des responsabilités à envoyer de l'argent dans leur pays d'origine, etc. Pour la majorité, les oreilles sont comme pas fermés, mais ils n'y font pas attention. Mm-hmm. Fait que les artistes issus des minorités visibles pourraient justement être ce vecteur-là qui fait la transmission entre l'importance du développement durable, l'importance de l'environnement, mais en parler aussi aux personnes issues de leur communauté. Mm-hmm. Et je fais du pouce avec ce que tu as dit, parce qu'effectivement, pour pouvoir en parler, il faut qu'ils soient conscientisés, il faut qu'il y ait une formation. Mais là aussi, au niveau des artistes, c'est de se mettre en mouvement, de ne pas forcément attendre que ça vienne nous chercher sur place pour qu'ils se sentent impliqués. C'est OK, moi, je suis consciente, j'ai envie de faire ma part. Qui sont les acteurs qui peuvent m'aider? Par exemple, il y a le Conseil d'art et de lettres du Québec qui, je pense, ils ont adopté un plan d'action en développement durable 2023-2028. Et dans ce plan d'action, il y a une des actions, c'est de permettre la représentativité des minorités visibles à l'intérieur. Et il y a des financements qu'ils mettent à disposition pour des personnes qui sont porteurs de projets, qui souhaiteraient mettre en place ou impliquer plus le monde de la diversité dans la transition écologique. Donc, c'est vraiment de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut aller chercher ces aides-là? Comment est-ce que je peux m'entourer? Qui sont les organismes qui sont là, qui peuvent m'accompagner dans cette transition-là? Donc, je pense que l'effort doit se faire vraiment par tous. On est tous comme un puzzle, un casse-tête, comme on dit en bon québécois. Les pièces d'un casse-tête où chaque personne a comment on appelle ça? Désolée, j'ai perdu un peu mes mots. Ses capacités, c'est ça. Chaque personne a ses capacités qu'il peut mettre à disposition pour cette transition écologique. Et si la capacité et les forces des artistes sont de vulgariser et de sensibiliser, mais on peut se servir de ça pour mettre en place un projet pour toucher justement ces minorités visibles. Okay. Ça, c'est mon Hubert voulait réagir. Merci, Désirée. Oui, je voulais réagir. Allô, voilà. Parce que, personnellement, moi, ce que j'attends des artistes n'est pas qu'ils deviennent des prêcheurs du développement durable, c'est qu'ils fassent leur métier. Et leur métier, c'est donc et ça va dans le sens de ce que tu dis, évidemment, c'est donc de communiquer quelque chose. Et c'est surtout de communiquer leur regard. Quand on regarde un peu la littérature sur l'écologie, on se rend compte d'une chose très étonnante, dont très peu de gens parlent, mais c'est que la plupart des gens qui ont voué leur vie à la défense du monde naturel l'ont fait suite à une rencontre, très souvent avec un animal. Par exemple, Paul Watson, que tout le monde connaît, sa vie a basculé le jour où il a croisé
le regard d'une baleine. Et toi, tu as eu cette expérience-là avec un gorille. C'est vrai. Je connais un quelqu'un qui l'a eu avec un lion. Des gens l'ont avec des chiens, etc. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du regard avec le monde animal qui peut changer un destin. Si des artistes peuvent capter ce regard et le transmettre, c'est un exemple parmi d'autres, alors ils n'ont pas besoin de faire du discours, parce que le discours, il est enclenché tout seul. Dès l'instant où quelqu'un va être transpercé par le regard de l'artiste sur le monde naturel, tout va couler de source après. Donc c'est là que moi j'attends les artistes. C'est qu'ils nous communiquent leur regard, que ce soit sous forme de photos. Je vois qu'Adriana est ici, c'est une très grande photographe. Mais ça peut être aussi sous d'autres formes que l'art visuel. Ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Mais c'est ça que moi j'attends d'eux. Qu'ils aient un discours qui vient d'ailleurs, qui vient de l'intérieur, et qui n'est pas un discours moralisateur, qui n'est pas un discours sur les catastrophes, qui est un discours sur la beauté du monde. Jimmy, Diogo, vous voulez réagir à ça? Si je peux... Je pense qu'il y a... on les fait en tous les temps, de toute façon, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu dis que c'est... Moi, j'ai fait des chansons sur la beauté du monde, mais aussi, ça va dépendre des artistes, tu vois, et sur l'urgence, qui chantent en rap, mais j'ai tout à fait d'accord qu'il y a plein de chansons que j'ai déjà composées dans ma vie, que c'était par rapport à la nature, sans être dans ce sens plus pédagogique qu'il y a d'autres mondes à faire. Donc, c'est très intéressant comme possibilité. Je pense que les peuples originaires aussi, la première fois, j'étais en Amazonie, ça fait 25 jours. J'étais au Pará récemment. Il y avait plusieurs groupes de là-bas. Et c'est différent. C'est complètement différent. Le temps de dire les choses, c'est un autre. Le temps de la musique, c'est un autre. Qu'est-ce qu'on connaît du Brésil aussi? C'est très peu. Qu'est-ce que moi, je connais du Brésil? Tu vois, on dit à São Paulo, c'est immense. Oui, c'est immense. Il y a 20 millions de personnes. Le PIB est plus grand que du Canada, oui. À São Paulo, c'est vrai. Mais la quantité d'informations dans un petit voyage au Pará, où est-ce que j'ai rencontré 5 groupes locaux, c'est un écosystème incroyable. La rivière, les Tapajós, juste ça, juste de passer vite fait là-bas, les types de poissons, toute cette recherche qu'on est en train donc c'est certain qu'il faut que nous, il y a un exode peut-être des artistes hors de la ville aussi pour, je ne sais pas, on va trouver les pistes ensemble. Oui, c'est ça. On va en parler parce que, comme je disais, il y a aussi une artiste qui est là. Il y a quand même des personnes qui ont des parcours variés, là, donc ça peut être intéressant de brasser des idées un peu avec tout le monde dans un moment. Mais Jimmy, est-ce que tu voulais raisonner avec ce qui a été dit ou juste te rebeller, puisque Hubert attend des révolutions aussi? Non, je trouve que c'est vraiment très intéressant tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de mots qui sont importants, comme par exemple l'éco-anxiété, qui est quelque chose qui est important. Je pense qu'historiquement, alors on va retourner à très longtemps, et c'est toujours le cas dans plein de pays aujourd'hui, il y avait une alliance entre l'art et la science. La science primitive, certes, à l'époque, mais il y a toujours eu une transmission de l'appréciation de la nature. Parce que l'écologie, ce n'est pas uniquement la catastrophe qui arrive, l'éco-anxiété, l'adversité qu'on a entre l'homme et la nature. Il y avait aussi ce concept de faire partie d'un tout, avec justement les artistes qui te montraient les fonctions naturelles, comment les rites qu'il y avait pour apprécier plus la nature, etc. Et je pense que d'avoir le point de vue des gens qui ont encore ce lien, qui ont encore cette façon de concevoir le monde est importante pour contrer justement le côté éco-anxieux, le côté... Alors, il y a des urgences réelles, hein, c'est pas du tout ça, mais justement comprendre comment tirer ensemble pour quelque chose d'écologique. Être actif sur comment faire, mais de façon émotionnelle. Et ça fait partie justement de quelque chose qui se faisait des millions de fois avant et qu'on n'a plus. Mais là-dessus, je veux revenir vers Désiré parce que on connaît le potentiel des artistes pour quand même amener quelque chose de excitant autour de ce qu'ils vont pouvoir communiquer sur tout un tas d'enjeux là. Enfin, excitant parfois non, ça peut être fait de manière très émouvante aussi, ça peut être très dramatique. En tout cas, dans tous les cas, ça va soulever des émotions. Mais
est-ce que toi, tu entrevois, parce qu'avant même de travailler dans ton agence, tu as quand même un parcours dans les milieux du développement durable. Tu connais très très bien aussi la pensée, que ce soit des fonctionnaires ou que ce soit des ingénieurs ou que ce soit tout ce monde-là qui travaille dur aussi pour faire connaître ou trouver des solutions. Comment tu vois ça s'infiltrer? Parce que c'est bien beau de se dire, OK, les artistes, ils peuvent aller faire des projets avec le Conseil des arts, faire un bout, mais comment est-ce qu'on crée peut-être une forme de synergie? Comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose où les deux travaillent ensemble, où l'un s'imbrique dans l'autre? Mais là, c'est sûr qu'il y a toujours place, comme je dis, à l'innovation, hein, et puis au projet collaboratif. Dans l'exemple que je t'ai donné quand on avait discuté, je disais qu'on a quand même, quand je parle de on, je me considère comme je suis une minorité visible, fait que quand je dis on, c'est ça. On vient souvent, pour la majorité, en tout cas pour ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne comme moi, on n'est pas encore à la même place qu'ici. On est encore dans le développement industriel, il n'est pas encore là, il n'a pas encore commencé. Donc, je vois quand même qu'on a ces perspectives-là, ces occasions-là d'apporter à nos peuples d'origine ces visions pour qu'ils puissent, avant de se développer, savoir c'est quoi le développement durable. Mettons, orienter leur développement vers un développement durable pour pas qu'il y ait comme... Pourquoi on ne tombe pas, en fait, dans les erreurs qu'on voit malheureusement déjà ici? Si je peux le dire, pour une fois, on a encore de la chance d'être légèrement en retard, de ne pas encore avoir sauté dans toute cette performance, cette croissance qui consiste à il faut produire, il faut produire, il faut produire, il faut produire parce que économiquement, il faut croître. On est encore au niveau où on a vu c'est quoi les effets, très juste. Les effets moins bons, je vais dire ça comme ça, sur les sociétés occidentales. Et les artistes qui travaillent et ici et originaires de ces sociétés-là, ils ont un pont à faire. Ils ont un pont à montrer. Et regardez, voilà ce que je déplore ici. Voilà qu'est-ce qui est arrivé. Bien que tu aies dit que ce n'est pas leur travail. Mais pour moi, c'est le travail de tout le monde. Dès qu'on a une voix, dès qu'on a une parole, dès qu'on peut se présenter quelque part et dès qu'on a compris c'est quoi notre rôle dans cette transition, on a un devoir d'en parler et d'essayer de faciliter la transmission des connaissances. Merci. Hubert, tu voulais répondre ou dire? Oui, je crois que, en tout cas dans mon expérience, j'en suis arrivé à la conclusion, et pardon Désiré, parce que ça ne te concerne pas du tout, qu'en réalité, la plupart des entreprises se foutent complètement du développement durable. C'est juste un discours qu'elles ont, et moi j'ai assisté à de nombreuses conférences, sommets et compagnie. Qu'est-ce qu'on entend? C'est des grandes corporations qui viennent voir comment elles pourraient faire de l'argent et du développement durable. Mais en fait, elles n'ont aucun affect. Premièrement, parce qu'une compagnie n'a pas d'affect. Et deuxièmement, parce que les gens qui sont dans ces compagnies sont au service de ces compagnies. Donc, pour moi, c'est juste un discours, en fait. C'est juste un discours qui, en plus, s'adresse à un problème qui, à mon avis, n'est pas le vrai problème. Le vrai problème n'est pas actuellement le réchauffement climatique, comme on nous en bassine les oreilles du matin au soir. Le vrai problème, c'est d'une part la disparition des terres et d'autre part la pollution. Et comme par hasard, ces sujets-là, on n'en parle pas parce que ça n'arrange pas beaucoup de gens. Par contre, tout met sur le dos du réchauffement climatique. Par exemple, il y a des enquêtes qui ont montré que prétendre qu'il y a moins de poissons dans les océans à cause du réchauffement climatique, c'est juste un mouvement des lobbies de la part de l'industrie de la pêche qui veut mettre tout ça sur le compte du réchauffement climatique, mais pas sur leurs propres usages. Et je voudrais dire aussi par rapport à l'Afrique quelque chose qui me paraît très important. La plupart des gens ne savent pas que les parcs dans lesquels ils vont faire des safaris en Afrique sont des lieux dont ont été expulsées la plupart des populations autochtones et sont le lieu de magouilles invraisemblables entre les gouvernements et des sociétés privées. Et malheureusement, les gens qui vont dans ces safaris ont l'impression qu'ils rencontrent enfin la vraie nature, alors qu'en réalité, ils rencontrent une culture qui est en train de détruire la nature. Donc c'est un problème très compliqué parce que l'autre versant des choses, c'est qu'on voit par exemple dans le monde occidental des gens qui veulent faire des mesures de compensation de leur pollution carbone qui vont planter en Afrique
Et en allant planter en Afrique, ils sont en train de déranger complètement un écosystème multimillénaire de l'Afrique, où subitement le pasteurisme n'est plus autorisé parce qu'on considère que ça abîme la flore, mais en réalité, tout ça provient de l'industrie. Donc on est dans un problème qui est extrêmement complexe et où on est tout à fait manipulé du matin au soir par ce que nous racontent les grandes industries. C'est pour ça qu'il n'y a pas de discours plus fort contre tous ces lobbies, et il n'y en aura jamais un qui soit plus fort que le simple amour de la nature. Quand on aime les animaux, quand on aime les arbres, quand on aime l'air, il y a toute une série de choses qu'on ne fait pas, et aucun discours ne peut être plus fort que ça. Donc je conclus en disant que le rôle des artistes, encore une fois, est de répandre cet amour. Waouh, je suis en train de me dire, pendant un moment, j'étais comme un peu dévastée par ce que tu disais. Mais en même temps, je me dis que ça ne peut pas reposer donc sur les épaules uniquement des artistes. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pour ça que je parle de pont depuis tantôt, c'est que je pense qu'au-delà peut-être de créer des projets entre milieux différents, là, comme on dit, développement durable, artistes, etc. Ce qu'il faut, c'est juste qu'il y ait une forme d'unité, d'une voix commune, en fait, sur ce désir d'aller plus en profondeur sur ces problématiques très complexes. Et tu as amené quelque chose de hyper intéressant qui, moi, me fait penser que, finalement, l'éducation dont on parlait, à savoir les artistes doivent être un peu plus au fait de la complexité du réchauffement climatique, de l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, hein, qui est très attaché à tous ces enjeux. Il y a ça d'un côté, mais il y a aussi, je pense, les gens de ton monde qui ont aussi à comprendre davantage ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et les répercussions, en fait, que certaines actions qu'on pense être les bonnes ont réellement sur la population. Donc ce dialogue, il doit vraiment exister, finalement, que ce soit les artistes qui le portent ou que ce soit des gens issus des minorités mais qui sont en développement durable, par exemple, comme toi qui viens du Gabon. Je pense que c'est là où il faut peut-être se concentrer aussi, c'est d'augmenter ces ponts-là. Le Gabon, c'est un très bel... C'est un lieu très intéressant au niveau justement du mélange de l'Occident et de Elf et de tous ces trucs-là avec ce qui s'est passé là-bas. Mais il y a un critère très simple, je ne vais pas voler la parole à Désiré, surtout pas, mais il y a un critère très simple, c'est aller sur Internet, regarder qui est au conseil d'administration de ces grandes organisations de développement durable. La plupart du temps, ce ne sont que des blancs, hein, même à un niveau complètement international. Alors parfois, on voit l'une ou l'autre personne avec une couleur qui n'est pas blanche, mais la plupart du temps, ce sont des blancs. Donc moi, quand je vois ça, je dis, il y a un problème de point de vue, parce qu'on est en train de reproduire ce qui s'est passé aux États-Unis au XIXe siècle, c'est-à-dire que c'est l'aristocratie et la bourgeoisie industrielle américaine qui a complètement modifié notre vision de la nature en trompant beaucoup de gens. Donc il faut que dans ces conseils d'administration, que ce soit d'ailleurs au Québec, au Canada ou dans le monde entier, réveillez-vous là, amenez des gens, des minorités visibles, amenez des artistes qui ont enfin un point de vue différent du vôtre et qui vont pouvoir, comme le dit très justement Désiré, impliquer des gens de leur propre communauté et être des ambassadeurs auprès de ça. Mais arrêtons de faire des trucs entre blancs, pour blancs, avec des valeurs blanches et tout le monde pense la même chose, comme une armée. Comme dit je ne sais plus qui, quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas. Et je crois que dans beaucoup de ces endroits-là, il y a plein de gens qui ne pensent pas. Diogo veut répondre. Oui, juste pour aboutir aussi, un des armées plus complexes qu'il y en a et qui, nous les artistes, on souffre de façon stupide aujourd'hui, c'est Instagram et Spotify. Aujourd'hui, c'est les deux grands joueurs qui... Moi, à cause des décisions, je dois agrandir mon Instagram et agrandir mon Spotify pour devenir un artiste avec plus de visibilité. Évidemment, je dois mettre de l'argent pour ces deux compagnies-là. Alors, est-ce que c'est le chemin? Oui, il y a une urgence. Là, je pense en vivre avec vous. Il y a une urgence de mettre le pain pour mes défis, tu vois, en ce moment. Donc, si j'ai plus de Spotify, plus d'Instagram, j'ai plus de spectacles. C'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que là, je suis booké, parce que mon Instagram boot, mon Spotify boot. Et l'industrie de la musique est devenue ça, partout dans le monde entier, au Brésil. C'est-à-dire des robots, hein. C'est important de dire que les carrières d'artistes aujourd'hui sont gérées par des robots. Des robots et de l'argent. Et nous, on donne de l'argent pour des fascistes qui prennent ces deux compagnies-là en tête. Donc, c'est très complexe la guerre qu'on doit mener. Donc,
c'est là qu'il y a aussi des fois, je dis, OK, je me désabonne de ces deux trucs-là et c'est ouvert pour que les autres qui ne savent pas, c'est une des personnes qui est mon menteur. Il était menteur de plusieurs Son artistes. menteur ou son mentor? C'est un philosophe à la base, mais qui peut mentir pour être un menteur. Mais de toute façon, la chose que je voulais dire, c'est que c'est tellement complexe mon père était un peu communiste et à un moment donné, quand j'étais plus un artiste, je vais défoncer tout ici. Papa disait, calme-toi parce que tu vas te faire tuer vite fait. Donc peut-être tu peux aller plus tranquillement et avoir plus d'impact. Mais en même temps, à un moment donné, tu vois, là, j'ai des enfants comme 9 et 12. Des fois, j'ai juste envie de dire, OK, je décalise tout. Mais qu'est-ce qui fait que tu continues, non, mais c'est pour justement, ça ce que Diogo vient de dire, et c'est très important. Et je fais appel à Jimmy. Il faut absolument que les artistes aient accès à la nature. Il faut permettre aux artistes qui sont à Montréal, qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'aller faire un petit séjour en nature. Ça va tout changer. C'est sûr. Puis il y a la santé mentale aussi des artistes qu'on pourrait aborder. Il y a une question dans la salle? C'est que je pense qu'en général, disons pour moi, dans mon cas personnel, moi j'ai une petite famille, j'habite ici au Québec depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Et on a décidé de ne pas avoir une voiture. Et à cause de ça, on est complètement isolé de la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que ma fille a grandi sans avoir un contact direct avec la nature. Quand on va en Colombie, on va à Bogota. Et disons que Bogota est une ville très, très pleine de briques. C'est pas la nature du tout. Et cette année, par exemple, ma fille m'a dit, maman, je veux pas aller en Colombie parce que ça me dit rien. C'est la famille et tout, mais j'ai besoin dans les vacances d'avoir les contacts avec la nature. Alors, ça, c'est la réalité des artistes comme moi qui n'avons pas même de travail pendant toute l'année. Et de demander aux artistes d'être sensibles au sujet de la nature. Et dans mon cas et dans le cas de plusieurs artistes, je crois que c'est un peu utopique. Ou c'est un discours. Et dans les fonds, on dit toujours d'avoir accès à la nature, mais est-ce que c'est vrai que ça va exister? Par exemple, en Colombie, on prend un autobus, 2 heures, et on est en nature. Normalement, c'était accessible. À cause de la violence, ça a devenu difficile. Mais ici, par exemple, il n'y a pas de réseau d'autobus comme en Europe. C'est inaccessible, je pense, la nature au Canada, au moins de mon point de vue. Et les artistes, on se préoccupe pour les choses qu'on voit directement, les choses qui nous touchent quotidiennement. Si on ne voit pas la nature, comment on va être touché par la nature? C'est ça, donc ce que je comprends, c'est que l'accès à la nature est aussi très important pour jouer ce rôle de transmetteur finalement, et que les artistes issus de la diversité, et peut-être les artistes de manière générale, en raison aussi de leurs revenus économiques, qui, on le sait, c'est très difficile en ce moment pour le milieu de la culture et pour les artistes, ça pose un problème, ça pose un réel problème finalement. Donc il faut commencer déjà par s'intéresser à régler cette question de l'accès à la nature. Absolument. Moi, je trouve que c'est très, très important. Et si le DAM pouvait faire quelque chose, tu vois, pour proposer des camps d'été, simplement le contact avec la nature, il n'y a pas besoin de plein de trucs en plus, mais simplement permettre à des artistes qui n'ont pas de grands revenus de vivre une vie simple quelques jours dans un milieu naturel, ce serait énorme. Jimmy? Déjà, aux États-Unis, par exemple, il y a eu une vraie poussée des lobbies de la voiture pour éloigner les quartiers de la forêt et de tous les environnements, pour justement s'étendre de plus en plus, faire que tu as besoin de l'auto pour aller partout,
Alors au Canada, je ne connais pas assez l'architecture et l'urbanisme pour le confirmer, mais en tant que jeune père de famille, par exemple, sans auto, je ne peux pas amener ma fille au parc, dans un vrai parc naturel, sauf si je dépense énormément d'argent. Donc j'imagine que les artistes qui sont parmi les plus précaires, puisqu'on a des statistiques qui montrent que plus de 50% sont sous le seuil de précarité, pour eux, ça va être bien plus difficile. Nous, on y travaille, on est dans une vraie réflexion sur l'écologie. C'est partie de notre mandat justement depuis cette année, enfin l'année dernière en tout cas, pour permettre aux gens d'avoir plus accès à la nature et d'être plus éco-responsables. Après, ça demande de l'innovation, ça demande des soutiens financiers, mais ça fait partie des choses qu'on souhaite faire et qui est très important parce que, comme disait Adriana, qui est d'excellente photographe d'ailleurs, l'accès aux choses visuelles, le ressenti nous permet de transmettre le ressenti. Comme tu disais, si on ne voit pas d'animaux, c'est impossible de pouvoir le transmettre. Je prends par exemple le véganisme, ma femme étant végane. C'est le regard des animaux. Maintenant, elle peut plus. Enfin, les enfants, par exemple, ici, ne savaient pas que le lait venait des vaches. Parce qu'ils ont des briques de lait, ils ne savent pas que la vache, dans son champ, se fait traire pour prendre son lait. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu un animal, qui n'a jamais vu, par exemple, un cochon, c'est facile de lui dire, tiens, voici du bacon. Mais si c'est pas d'où ça vient, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas touché la bête, par exemple, il n'aura pas le rapport sensible émotionnel. Ben, c'est la même chose pour la nature. Si on n'a pas eu la chance, c'est dur. Et là, en plus, je pense que statistiquement, c'est Hubert qui pourrait nous préciser ça, l'accès à la nature, le lien avec la nature, l'expérience de la nature conditionne aussi le comportement écologique qu'on va avoir. Le moins on est en contact avec la nature et le moins on va avoir de respect ou même l'envie de la protéger. Oui, il y a eu un article il y a quelques années qui s'appelait «L'extinction de l'expérience», qui montrait que les enfants ne font plus l'expérience de la nature. C'est-à-dire que pour faire l'expérience de la nature, c'est des choses très simples. C'est aller à l'école, à pied, soulever une pierre, voir qu'il y a des animaux en dessous, capturer des tritons, capturer des papillons, etc. Et aujourd'hui, non seulement ils n'ont plus la possibilité de faire cette expérience, mais quand ils la font, il y a des gens qui viennent leur dire qu'ils sont en train d'abîmer la nature. Donc ils sont pris dans un monde qui n'est pas le nôtre en tant qu'être humain, qui est un monde complètement artificiel, et l'écologie s'en foutent complètement, parce qu'ils ne savent même pas, pour eux, la nature va devenir un endroit de problème. Moi, je l'ai beaucoup vu avec des enfants. Il y a plein d'enfants qui n'osent plus marcher sur l'herbe, parce qu'ils disent, ça va faire mal à l'herbe. Déjà, la nature est abîmée, on est en train de tout détruire, moi, je ne veux pas détruire la nature. Donc, en fait, ils ne comprennent rien à ce que c'est la nature. Donc, je pense qu'avant d'aller dans le développement durable, il faut aller dans la nature, et comme tu le dis très justement, les artistes, leur carburant, c'est le sensible. Donc il faut leur permettre de vivre dans un environnement sensible, à peu de frais. Ce n'est pas impossible d'organiser. Nous, on peut contribuer avec UNATUR à le faire, parce que pour moi, c'est un sujet très important, parce que les artistes sont des démultiplicateurs. Un artiste qui fait quelque chose, ça peut parler à 10 millions de personnes. Donc ce n'est pas la quantité d'artistes qui compte, c'est leur résonance. Et pour aller dans ton sens à nouveau, on a vu la répercussion de ce que font l'émotion chez les gens. Et quand on regarde les grandes compagnies, en général, elles sont simplement guidées par le profit. C'est très simple et manichéen, mais on peut le voir par exemple avec les différentes campagnes LGBTQ pendant le Pride Month. Et une fois qu'on va en Arabie Saoudite, comme il n'y a pas d'argent, puisque c'est LGBT, bizarrement, ils redeviennent normaux. C'est-à-dire que le profit appelle à la morale. Ils font de l'EDI, et une fois que c'est plus profitable, ils arrêtent. Ils vont faire de l'écologie, dès que c'est plus profitable, ils arrêtent. Donc l'objectif, c'est quand même de faire que ce soit attractif, la nature, qui est un vrai appel. Je vais prendre un exemple qui est très transversal, donc pardonnez-moi, mais il y a eu une énorme, mais on parle réellement de plus de 200%, augmentation de l'acquisition de sextoys après Sex in the City. Parce qu'ils ont vulgarisé ce que c'était, ils ont montré l'attraction de ce que c'était. Alors c'est un exemple très transversal, mais s'il y avait des façons compréhensibles d'avoir accès à la nature de façon satisfaisante, de comprendre le bien-être que ça peut être. On parlait de santé mentale, on a fait des études dessus qui montrent l'importance à nouveau de l'accès à la nature. Si on valorisait, qu'on montrait comment, alors c'est pas le bon terme, pardonnez-moi, l'exploiter, être avec, ça changerait aussi l'économie autour et ça rendrait quelque chose de plus viable et donc quelque chose de plus actuel. Désiré, tu voulais intervenir, il me semble. Ben, moi, c'était vraiment juste pour rebondir sur l'expérience de l'accès à la nature. Parce que, ben, je ne sais pas si c'est parce que peut-être j'étais déjà sensibilisée, mais je n'ai pas eu cette mauvaise expérience d'accès à la nature. C'est sûr que je n'habite pas à Montréal,
Donc, ça, ça a joué dessus, mais je me dis quand même que moi, quand je suis arrivée, j'ai cherché. Il y a eu une volonté aussi venue de ma part de savoir qu'est-ce qui est à disponibilité autour. Moi, j'habitais à Québec, fait que je passais ma vie au parc de la Jacques-Cartier. 3,25 $ le bus, je pouvais y être, je pouvais aller marcher, je pouvais aller mettre mes pieds, et ainsi de suite. Puis j'aime tellement être en contact avec la nature, ça m'inspire tellement qu'au final, je suis allée habiter à Saint-Alphonse-Rodriguez. Il y a 3200 habitants, je suis la seule noire qui y vit. Pour te dire, mais c'est parce que j'avais besoin d'être au contact de l'eau, de pouvoir avoir un accès public à un lac, ce qu'on sait qui est c'est très compliqué avec les conflits d'usage qu'il y a ici en ce moment. Donc, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à disponibilité? Qu'est-ce qu'il y a autour? Par exemple, là, on est à Montréal. Je pense que tu peux prendre ces zones A, B, C, si je connais bien. Tu peux prendre le bus, puis tu te retrouves juste à côté, à Mont-Saint-Hilaire, par exemple. C'est sûr, l'entrée est payante, c'est 9 $. Mais avec 9 $ plus 3 $ de transport, tu es au Mont-Saint-Hilaire, tu fais du trekking, tu vas voir... au sommet, tu vois si plus les terres agricoles. Si tu as 4 enfants, ça commence à faire de l'argent, là, tu vois. Non, je comprends, mais là, on est plus en mode solution. Montréal est déjà construit. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution politique, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une solution politique de dire, ben, en fait, il y a des endroits où l'accès à la nature devrait être complètement gratuit? Oui. Parce que la nature appartient à tout le monde. Exact. Donc, il n'est peut-être pas normal que les municipalités se remplissent les poches et qu'en plus, ça diminue les frais de santé dans beaucoup de cas. Donc, moi, je pense qu'il y a une question politique, tu vois, qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur la question de l'accès à la nature au Québec et au Canada, à mon avis. Mon endroit préféré gratuit à Montréal, c'est les parcs ici. Juste pour dire que c'est un parc quand même que j'ai fait plusieurs chansons et que c'est un parc. On peut patiner aussi, c'est un autre exemple. Mais c'est certain que les parcs nationaux, politiquement, les coûts, tu vas louer n'importe quoi 3 jours, c'est impossible. Ça devient 300 $. Comment? Tu vas dans une petite cabane, et donc c'est certain que c'est politique d'échanger ces coûts d'accès au parc et d'être les contraires. On te paye pour venir au parc maintenant. Ben oui, c'est exactement ça. C'est ça que ça devrait. C'est un incentive, c'est une incitative pour sortir de la ville, aller au parc, et là, ok, tu vas consommer un peu des choses locales. Enfin, c'est certain que c'est toujours une question politique et c'est certain que notre lobby est faible. Parce que pour faire des voitures, ils ont toujours de l'argent. Ils discutent de faire des ponts encore tout le temps à la radio, etc. Et c'est certain que nous, on doit parler plus fortement à ce monde-là. Et c'est certain que moi, je m'implique et j'ai besoin on a besoin on les autres pour faire agrandir cela d'une façon urgente. Mais en tout cas, j'entends qu'il y a vraiment ces deux types d'actions à mener, hein, le top-down et puis le bottom-up. En tout cas, les actions individuelles pour essayer de se rapprocher de la nature du mieux qu'on peut. Et là-dessus, moi, je mettrais quand même l'accent un peu sur la solidarité, parce que c'est sûr qu'on parle de la situation, en tout cas Adriana nous a parlé de sa situation, elle vient d'arriver. C'est sûr qu'il y a un fait au niveau de l'immigration, c'est qu'on arrive, on n'a pas nécessairement de réseau, on n'a pas nécessairement la connaissance de tout ce qui peut exister comme tips, comme je ne sais pas comment dire, comme possibilité, opportunité, c'est le mot que je cherchais. Donc il y a un réseau comme DAM, j'imagine que ça sert à ça. Tu sais, il y a quand même des organisations qui sont censées faire les liens et aider. Moi, je sais en tout cas avec UNature que on organise chaque année, en tout cas, on aimerait le faire plus fréquemment, mais des sorties en nature avec des associations qui travaillent à l'accueil des nouveaux arrivants. Donc on les emmène en nature, à la fois parce qu'on sait que le fait d'arriver sur un territoire dans un nouveau pays avec une certaine nordicité, il n'y a pas une compréhension de ce qu'est la nature en hiver, de comment on profite de la nature pour sa santé, mais aussi pour diminuer son stress quand on est dans ce processus de s'installer dans un nouveau pays. Donc moi, c'est de ça dont je parle. Je pense qu'il y a des liens à faire aussi, des organisations avec lesquelles connecter. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un effort plus grand de réunir les ressources dans un endroit qui soit accessible pour les gens qui en ont le plus besoin. Tu sais, je pense à une Adriana, je ne sais pas si elle connaît toutes les ressources qui peuvent exister, mais j'ai l'impression qu'il y a de la communication aussi à faire.
L'autre élément, c'est l'élément, comme tu dis, politique. Les gens dans les municipalités, une sensibilisation de ce que j'entends, hein, sensibiliser pour vraiment faire attention à ceux qui ont des faibles revenus et qui ont aussi besoin d'avoir accès à la nature. Et comme tu disais, ça sauve les coûts de santé, ça augmente l'adhésion à l'écologie et au comportement écologique, en tout cas. Donc il y a beaucoup de gains à faire finalement en faisant ça. Il faut bien dire aussi que, sauf erreur, personne ne défend la cause de l'accès à la nature. C'est vrai. Il y a plein de gens qui prétendument défendent la nature, mais il y a, à part nous, je veux dire, à part une nature, je ne connais aucune organisation qui dit ce qu'il faut, c'est défendre l'accès des enfants, des immigrants, des minorités visibles, des adultes, des handicapés, etc., à la nature, parce que c'est fondamental pour leur santé, pas leur bien-être. Mm-hmm. Le bien-être, moi, c'est une notion qui me casse les pieds, là, parce que ça ne veut rien dire, le bien-être. Les gens qui fument des joints du matin au soir, ils sont tout le temps dans le bien-être, mais ils ne sont pas dans la santé. La question est une question de santé. Donc, il faut des politiques qui luttent pour l'accès à la nature. Et je suis persuadé que dans les années qui vont venir, ça va être ça, la grande lutte, parce qu'on va dépasser l'écologie. On va dire, non, mais nous faisons, en tant qu'êtres humains, partie de la nature, donc nous devons y être. C'est aussi simple que ça. Je me tourne vers notre cher petit public pour savoir si, par hasard, il y avait une volonté d'intervenir ou de partager une expérience ou de tout simplement réagir, être d'accord, pas d'accord. Tout ça peut nourrir et surtout peut-être aussi des pistes de solutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de dire quelque chose? Vous n'êtes pas obligé, hein, mais je vous lance. Ah, Louis, c'est ça, Louis, hein? Ah ah. Je suis bien contente. Louis, présentez-vous parce que je pense que c'est important que vous nous disiez d'où vous partez. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis dans le domaine de l'aménagement du territoire. Oui, désolé. Alors, je suis dans le domaine de l'aménagement du territoire et je suis architecte. Alors, il y a ce côté artiste chez moi chez lequel les propos d'Hubert ont beaucoup résonné. Et je vous en remercie, Hubert. Je dois avouer que la conférence ce soir, je ne m'en venais pas ici pour ça. Je sais. C'est fabuleux. Mais ça amène toute une réflexion. Et il est important de se rappeler notre histoire. Parce que pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir d'où on vient. C'est vrai. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont démonisé la campagne parce qu'il fallait qu'on occupe le territoire le plus possible, mais dans une façon non pas communautaire, mais vraiment de propriétaire. Parce que le plus grand ennemi que nous avions, c'était le communisme. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, on s'est retrouvé avec une industrialisation des grandes villes. On vivait le rêve américain et l'objectif était de consommer. Il fallait consommer et il fallait tous être propriétaires de sa petite maison de laquelle on pouvait faire le tour. Mm-hmm. Montréal était à ce moment-là une des pires aberrations nord-américaines. Il y avait même des communistes à Montréal qui faisaient la promotion. Il y avait un parti communiste. Et tout ça, il fallait détruire tout ça. Et ça nous amène aujourd'hui à remarquer, entre autres, que parmi les très, très belles réalisations que nous avions à cette époque, comme le Petit Train du Nord, qui permettait de prendre le train du centre-ville de Montréal pour se rendre jusque dans la belle nature des Laurentides, on les a éliminés au profit de l'automobile. Nous avons démonté des milliers de kilomètres de tramway sur l'île de Montréal pour vendre des autobus. Parce que GM devait vendre ses autobus. Ils ont acheté les firmes de transport, ils les ont démantelés et ils ont vendu des autobus. Alors, dans tout ça, il y a une réalité qui fait qu'on s'est éloigné, oui, de la nature. On a vendu notre âme aux grandes corporations, c'est vrai. Maintenant, il faut faire attention, par contre, comment on revient vers la nature sans non plus la coloniser. Parce que ça, c'est le plus grand danger que nous avons.
nous avons une chance incroyable à Montréal d'avoir le cœur de l'île qui est cette montagne sur laquelle nous avons protégé ce grand parc. C'était une vision incroyable à une époque révolue où nous vivions de façon beaucoup plus communautaire sur l'île de Montréal. Alors, je crois que les deux doivent venir ensemble. Excusez-moi, oui, merci. Les deux doivent venir ensemble. On doit s'assurer d'avoir le retour de cet esprit communautaire si on veut s'assurer d'avoir une saine cohabitation avec la nature. En même temps, moi, j'ai beaucoup de difficultés à dire que sur l'île de Montréal, la nature n'est pas présente. Nous sommes sur une île. La plus grande force de la nature que nous ayons sur l'entièreté de la planète, c'est l'eau. Les 2 tiers de la planète sont couvertes d'eau. Et nous avons un fleuve majestueux, mais nous n'y mettons pas le petit orteil. Alors, cette nature, elle est très présente sur l'île de Montréal et il s'agit tranquillement de se la réapproprier. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est en utilisant des autobus pour se rendre jusqu'au Mont-Saint-Hilaire? Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai peur que le Mont-Saint-Hilaire devienne une espèce de Mecque où on s'en va, et là, tranquillement, les McDonald's de ce monde vont aller s'installer au pied du Mont-Saint-Hilaire parce qu'ils vont dire, c'est là qu'il faut qu'on leur soutire leur argent, ces gens-là. Il faut toujours faire attention dans ce sens-là. D'un autre côté, on ne veut pas non plus, en voulant s'imprégner de la nature, la détruire complètement. Et ça, on l'a vu avec la pandémie. Les gens ont quitté les centres-villes, ils se sont dirigés vers les banlieues et les secondes couronnes. Et on s'est retrouvé de plus en plus avec des gens qui ont transformé des lieux de villégiature en petites villes où on veut reproduire ce qu'on avait à Montréal. Alors, dans tout ça, il y a comme un équilibre, mais il n'est pas facile à obtenir. Et comment est-ce que les arts et la culture s'inscrivent dans tout ça? Ça, c'est encore plus délicat. Parce que un des grands avantages sur lesquels a misé la Ville de Montréal au cours des dernières décennies, c'est, entre autres choses, le quartier des spectacles, où on a voulu créer une synergie de la culture et s'assurer que les gens puissent vouloir rester à Montréal. Parce qu'il y a constamment une bataille entre les villes et les banlieues pour essayer d'attirer les familles. Et on a voulu retenir les jeunes à Montréal, et entre autres choses, le quartier des spectacles, mais tous les investissements qui sont autour de ces grands événements qui vont garder plus près du centre-ville les jeunes familles, c'est là-dedans que la Ville a investi et ça a fonctionné. Alors, il y a un équilibre en même temps, parce que lorsqu'on parle de vouloir s'imprégner de la nature, ça veut également dire, par contre, être plus loin de ces grands rassemblements qui rendent possible de pouvoir s'imprégner de la culture, des arts, des musées. Il n'y a pas de solution facile dans tout ça. Mais je suis d'accord que nous sommes dans une situation actuellement où il y a une désincarnation de la nature. La nature est l'ennemi qu'on doit abattre et non pas... Si vous allez dans les régions très éloignées du Québec, c'est fascinant. Lorsqu'on arrive dans des régions qui sont à plus de 10-12 heures de route de Montréal vers le nord, vous allez voir comment est-ce que les gens sont en combat avec la nature. La nature est un risque de mourir de chaque minute. Parce que là, on n'a plus le support que la communauté nous offre dans les villes. Et ça aussi, il faut comprendre d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est très juste. Alors, je pourrais vous en parler longtemps. Je vais vous rendre le micro. Mais je vous remercie. Je trouve ça très, très intéressant ce soir. Et je crois qu'il y a là de grands débats et de grandes réflexions qui sont à avoir. Merci. Mais merci mille fois, Louis. Merci beaucoup. Merci. Alors, Hubert, qui s'est fait donc nommer et mentionner par Louis, non, mais juste, veut certainement réagir. Parce que Louis m'a fait penser à un truc qui me paraît très important. C'est que, par rapport à ce que disait Adriana,
disait, et toi tu le disais pas, mais Adriana et d'autres le disaient, c'est difficile d'accéder à la nature à Montréal. Louis dit, il y a plein de nature à Montréal. Et je crois que les deux sont vrais. Mais la grande question, c'est de définir ce qu'est la nature. Parce que, par exemple, beaucoup de recherches ont montré que quand on a grandi dans une ville, la nature, c'est un parc, comme le parc Maisonneuve, etc. Mais quand on a grandi dans un milieu rural, la nature, c'est la forêt. Donc, selon l'endroit d'où on vient, on n'a pas la même perception de la nature. Donc, on peut très bien avoir à Montréal l'impression de ne pas avoir de contact avec la nature, alors qu'il y a des espaces verts. Et le deuxième point que je voudrais dire, c'est la question de la santé spirituelle qui me paraît fondamentale dans la présence dans la nature. Quand on va dans une nature en ville, au fond, ce qu'on ressent et ce qu'on voit, c'est qu'on est devant une nature qui est dominée par l'humain. C'est souvent l'humain qui l'a construite, c'est l'humain qui l'a délimitée, c'est l'humain qui l'a plantée. Quand on est dans cette nature dont parle Louis, qui est loin des villes, on est dans une nature où l'humain ne domine plus du tout. Et donc, l'immersion dans ce type de nature remet l'humain à sa place. Parce que la vraie place de l'humain est d'être dominé par la nature. C'est sa place historique et anthropologique. Ce n'est pas de dominer la nature. Et je crois que les gens qui recherchent le contact avec la nature, c'est ça qu'ils recherchent. Un endroit où le respect de la nature s'impose, parce que si on ne la respecte pas, on meurt. Donc, et ça remet, je pense, l'humain dans sa place ontologique, qui est une place de cohabitation dans un monde naturel qui n'est pas du tout en train de maîtriser, ni de dominer, ni de sermonner. J'aimerais tellement poursuivre cette discussion que Louis a lancée comme des éléments pour raviver le feu encore davantage, mais il va falloir qu'on mette un petit terme à notre panel. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez un mot de la fin, mes chers panélistes, n'hésitez pas, parce que je sais que Diogo a un mot particulier de la fin qui va nous faire en chanson. Avec sa guitare, oui. Donc, je vous laisse peut-être, pendant que Diogo est en train de s'installer, je vous laisse peut-être, sauf Hubert, Jimmy et Désiré, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Ou peut-être dans la salle, je ne sais pas s'il y avait d'autres gens, mais n'hésitez pas, on va conclure. Mais pour conclure et rebondir rapidement sur ce qu'a dit Louis, qui était très intéressant, c'est intéressant de remarquer que dans les médias en général, et ce depuis les années 70, il y a une vraie mise en place de la détestation de la campagne. C'est-à-dire, la campagne, c'est poche, la campagne, c'est pas bien, il faut aller dans la grande ville pour s'amuser. On voit dans le monde aujourd'hui le fait qu'il y ait une désertification de la population dans les campagnes, qui vont donc uniquement dans la grande ville pour vivre, et les jeunes ne vivent plus dans les campagnes, n'ont plus accès à la nature. Et c'est quelque chose qu'on a vu et qui a été analysé, qui a été aussi payé par beaucoup de commanditaires pour dire « Venez à la grande ville, vous avez vu, il y a la fête, il y a le party, il y a les filles, c'est très bien ». Donc, tout à fait d'accord avec toi. Et pour finir dans ce qu'on disait, je pense que la pédagogie passe par le ludique. Comme chez les enfants, comme chez les adultes, la compréhension des choses, la vulgarisation, la transmission passe par le ludique. Donc, c'est important pour nous, artistes, de pouvoir transférer de façon compréhensible pas les principes uniquement de écologie dans le sens où, à nouveau, la terre brûle, etc., mais aussi quels sont les gestes à faire, comment vivre. C'est très galvaudé, en harmonie avec la nature, comment faire, quels sont les gestes et comment apprendre de façon ludique. Et ça, c'est notre travail d'artiste, mais il faut qu'on ait le pont avec le savoir-faire des scientifiques qu'on n'a pas. Voilà. Merci, Jimmy. Désiré? Oui, moi, comme mot de la fin, déjà, merci. Je suis contente d'avoir participé à ce panel-là, mais aussi d'avoir entendu un point de vue que malheureusement, je dis bien malheureusement, dans mon travail, j'entends pas souvent. Parce que, comme on voit, ils ne sont pas forcément beaucoup représentés. Et puis là, je suis contente. Mon mot de la fin, c'est que je suis contente parce que je pars avec des réflexions à avoir de qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire pour justement avoir un impact et faire un pont entre les minorités visibles desquelles je fais partie et l'environnement qui est une de mes valeurs importante aussi. C'est fantastique. Merci en tout cas pour votre participation. Hubert, je souhaiterais que tu puisses tirer peut-être la chaise pour que Diogo soit à l'aise et que toi, tu puisses profiter du beau spectacle. Moi, je tiens à vous remercier, vous également, qui vous êtes déplacés. Louis, c'est fantastique cette rencontre. Vraiment, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire, parce que pour la petite histoire, pendant que Diogo est aussi en train de se préparer, Louis se dirigeait vers une autre conférence. Puis finalement, je ne sais pas pour quelle raison, il est revenu et il s'est assis avec nous et ça a donné un témoignage extra. Donc vraiment, j'adore cette spontanéité, c'est très organique. Merci beaucoup Louis pour l'intervention. Juste pour rebondir aussi Oui. dans un petit truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est les côtés communautaires. Je pense que c'est pour ça C'est que vrai. moi j'ai resté, je suis venu du Brésil, j'ai resté ici. Et tu as touché dans un point central que c'est la propriété individuelle, qui nous pousse tous un peu dans ce sens-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose à y réfléchir d'une façon un peu plus profonde. C'est peut-être dans les cernes de la chose. Et la chanson que je vais vous jouer s'appelle Ganawagi. C'est une chanson que j'ai composée, inspirée par la réserve, par le peuple originaire d'ici. Et ça a été composé aussi car au Brésil, récemment, Marielle Franco, une députée progressiste, lesbienne, féminine, a été tuée, assassinée. Donc c'est une chanson qui porte, malgré tout ça, l'espoir du soleil, de la rivière, de tout ça, et la résistance, qu'on doit continuer tranquillement avec amour et pour tous ceux-là qui sont partis et qui vont rester. Correnteza de areia, silêncio desaguar. Sou mata selvagem, cantoria no ar. Ser vento verde, quantificar a calmaria, abandonar. Travessia na margem, espera da chegada. Pureza, vera, amor, dor no coração. Veias, verão, lucidez, resistirá. Pureza, vera, amor, dor no coração. Veias, verão, lucidez, resistirá. Correnteza de areia, silêncio desaguar. Sou mata selvagem, cantoria no ar. Ser vento verde, quantificar a calmaria, abandonar. Travessia na margem, espera da chegada. Pureza, vera, amor, dor no coração. Veias, verão, lucidez, resistirá. Pureza, vera, amor, dor no coração. Veias, verão, lucidez, resistirá. Pureza, vera, amor, dor no coração. Veias, verão, lucidez, resistirá. Pureza, vera, amor, dor no coração. Veias, verão, lucidez, resistirá. Merci mille fois. Et nous, le mois prochain, je vous laisse en vous disant que le 25 mars, donc
troisième et dernier panel de la série, on va accueillir toute une conversation sur les personnes âgées et également l'accessibilité à la nature. Donc, on recevra la DG du Jardin botanique, le DG de Le Chez Nous, qui est une organisation qui œuvre aussi pour les personnes âgées, et également Pierre-Paul Audat, qui est un chercheur à l'Université de Montréal. Donc, si ça vous intéresse, on se retrouve ici même le 25 mars. Merci, bye bye.